La nuit tombait lentement sur la plantation, et le silence habituel du baraquement semblait plus lourd que d'habitude. Assise près du lit de paille, Ama observait ses deux enfants, Kémy et Louane, qui luttaient contre le sommeil après une journée exténuante. Alors qu'elle croyait enfin trouver un bref moment de répit, un bruit sourd résonna sous le sol, comme un souffle étouffé venant des profondeurs. Ama se redressa immédiatement. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait. Depuis 3 nuits, ces sons mystérieux revenaient toujours à la même heure, toujours sous leurs pieds. Elle n'en avait parlé à personne de peur d'être prise pour folle, ou pire, de susciter la colère du contremaître. Mais cette fois-ci, le bruit était plus clair, presque intentionnel. Les enfants se figèrent. Kémy, l'aîné, échangea un regard inquiet avec sa mère, tandis que Louane s'agrippait à sa manche. Ama posa un doigt sur ses lèvres pour leur demander de rester silencieux, puis avec une lenteur prudente, elle posa la main sur le sol de terre battu. Elle sentit une vibration, comme si quelque chose remuait sous la couche de poussière. Les murs du baraquement craquèrent légèrement, mais le vrai son venait bien du sous-sol. Un rythme. Pas un animal, pas le vent, pas un phénomène naturel. Quelque chose frappait. 3 coups, puis un silence, puis encore 3 coups. C'était trop organisé pour être un hasard. Ama sentit son cœur s'accélérer. Des histoires anciennes lui revinrent en mémoire, des rumeurs murmurées entre esclavisés épuisés, parlant de tunnels oubliés, de passages mystérieux creusés par ceux qui avaient tenté de fuir autrefois. Elle n'y avait jamais cru, jusqu'à maintenant. Elle se leva, déterminée. Si quelqu'un, ou quelque chose, essayait de communiquer depuis le sous-sol, elle ne pouvait plus l'ignorer. Ama regarda ses enfants, inspira profondément et prit une décision silencieuse. Cette nuit, elle découvrirait la vérité. Le lendemain, avant même que le soleil n'effleure l'horizon, la famille entière se réveilla avec la même sensation étrange que la veille. Un silence inhabituel planait dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les enfants se rapprochèrent de leurs parents, incapables d'expliquer la lourdeur qui pesait dans la pièce. Alors qu'ils se préparaient pour une autre journée de labeur, le sol vibra faiblement sous leurs pieds, presque comme un battement de cœur enfoui sous plusieurs couches de terre. Cette fois, le bruit fut si clair que tous s'immobilisèrent sur place. Personne n'osa parler. Personne n'osa respirer trop fort. Le père posa une main sur le sol poussiéreux, cherchant une explication rationnelle. Mais il n'y avait rien. Pas de machine, pas d'animaux, pas de vent. Rien qui, dans ce monde brutal et contrôlé, aurait pu produire un son aussi profond et régulier. La mère échangea un regard inquiet avec lui. Depuis des années, ils avaient appris à ignorer l'inexplicable, pour survivre. Mais quelque chose dans ce bruit n'était pas menaçant. Il semblait au contraire appeler comme une prière oubliée qui remontait du sous-sol. L'un des enfants, tremblant, s'approcha de la petite fissure qui traversait le sol en diagonale. Il colla son oreille dessus, et ses yeux s'écarquillèrent. Il entendait des voix. Non pas des voix distinctes, mais un chuchotement collectif, comme si des dizaines de murmures cherchaient désespérément à atteindre la surface. Ce fut à cet instant que toute la famille comprit que ce phénomène n'était ni un hasard, ni un simple bruit. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait de communiquer avec eux depuis les profondeurs de la terre, et ils allèrent devoir décider s'ils avaient le courage de l'écouter. Les murmures devinrent plus clairs cette fois-ci, comme si le sol lui-même respirait sous leurs pieds. La famille, immobile autour de la trappe improvisée qu'ils avaient dégagée, échangeait des regards silencieux. Aucun d'eux n'osait dire ce qu'il pressentait. Pourtant, ils savaient tous qu'ils étaient à un pas de quelque chose qu'aucun esclave n'aurait jamais dû découvrir. Lina, la plus jeune, se pencha à nouveau, tendant l'oreille. Les sons n'étaient plus seulement des coups lointains. C'était un rythme, une sorte de pulsation sourde, presque humaine. Elle recula brusquement, comme touchée par une peur instinctive. Samuel, le plus vieux, s'accroupit près de la fissure. Il posa sa paume contre la terre compactée. Une vibration légère mais réelle lui traversa la main. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas une illusion. Il y avait quelque chose en bas. Quelque chose vivant. Rosa s'approcha à son tour, le visage crispé entre la curiosité et la prudence. Sous le poids de sa main, la terre vibra encore, plus fort cette fois. Elle retint son souffle, incapable de détourner les yeux. Une seule question résonnait dans l'esprit de chacun.
Qu'est-ce qui pouvait vivre sous une plantation depuis si longtemps sans être vu? Puis, soudain, un léger souffle d'air chaud s'échappa de la fissure, comme l'expiration d'une bête enfouie sous terre. Le groupe sursauta. Lina se mit à pleurer silencieusement, mais Rosa la prit dans ses bras. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer sa propre peur. Samuel se redressa, les traits tendus. « Quoi qu'il y ait là-bas, on doit comprendre ce que c'est, » dit-il d'une voix grave. Rosa hocha la tête même si son ventre se nouait. Il venait de s'engager dans un secret ancien, et il n'y aurait plus de retour possible. La terre vibrait encore lorsque la famille s'avança vers l'ouverture béante. Une lumière pâle, presque vivante, respirait sous le sol comme si quelque chose, ou quelqu'un, les attendait depuis longtemps. Aucun d'eux n'avait jamais vu pareille chose. Même les plus âgés, ceux qui avaient survécu aux pires horreurs de la plantation, semblaient tétanisés. Un courant d'air chaud remonta du tunnel, portant avec lui une odeur d'humidité ancienne et de pierres qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies. Les enfants tremblaient, mais pas seulement de peur. Il y avait dans ce souffle quelque chose d'apaisant, de familier, comme une présence douce qui murmurait « Avancez, vous êtes proches ». Le père prit une profonde inspiration et descendit le premier, la lampe tremblante entre ses doigts. Les murs du passage étaient recouverts de traces d'outils, de sillons faits à la main. Ce n'était pas un phénomène naturel. Quelqu'un avait creusé cet endroit. Une personne ou un groupe qui connaissait chaque pierre, chaque centimètre de profondeur. La mère descendit à son tour, tenant les enfants contre elle. À mesure qu'ils avançaient, une étrange sensation s'empara d'eux. La peur cédait doucement la place à une forme de curiosité, dangereuse mais irrésistible. Ce tunnel semblait parler une langue que seul leur cœur comprenait. Ils marchèrent longtemps, sans savoir combien de minutes ou heures avaient passé. Le temps semblait se dissoudre dans l'obscurité lumineuse. Puis, d'un coup, le passage s'élargit, révélant une grande voûte souterraine. Des torches anciennes y reposaient encore, comme si des mains invisibles les avaient déposées la veille. Et au centre de la voûte, une silhouette. Pas humaine, pas entièrement. Quelque chose d'immense, sculpté dans la pierre, les yeux incrustés de cristaux qui brillaient comme des braises vivantes. Une statue. Un gardien. Un témoin silencieux de tout ce que la plantation avait essayé d'enterrer, mais qui remontait enfin à la surface. Quand la porte de terre battue s'ouvrit enfin, toute la famille s'arrêta d'un même élan. Une bouffée d'air froid, presque ancien, s'échappa du passage comme si le sous-sol avait retenu son souffle durant des décennies. Les yeux grands ouverts, ils découvrirent une vaste salle creusée à la main, éclairée par de faibles lampes à huile encore accrochées aux parois. C'était impossible. Mais elles brûlaient comme si quelqu'un les avait allumées récemment. Kenna, la mère, sentit ses jambes trembler. Ce lieu n'était ni un abri improvisé, ni une simple cachette. C'était un espace organisé, structuré, presque sacré. Les murs portèrent des gravures anciennes, signes de passage, de direction, de noms. Des noms qu'elle avait entendus murmurer autrefois dans les champs interdits. Au centre de la salle, une grande table de bois sombre était recouverte d'objets soigneusement rangés. Outils, papiers, cordages, cartes de la plantation, croquis de tunnels, annotations faites à la hâte. Tout indiquait que des dizaines de personnes avaient travaillé ici. Kenna comprit immédiatement. Ce n'était pas un repère, mais un point de passage, une base d'évasion. Puis, au fond de la salle, un détail glaça leur sang. 3 silhouettes sculptées dans la roche représentaient des hommes et des femmes debout, fiers, le regard tourné vers l'avenir. Sous chaque statue, une phrase gravée dans la pierre « Nous ne disparaissons jamais, nous attendons ». C'était un message destiné à eux, un message pour ceux qui survivraient. Soudain, Yaro, le plus jeune, remarqua une boîte coincée entre 2 pierres. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des journaux, des récits, des témoignages écrits par les anciens esclavisés qui avaient réussi à fuir plusieurs générations plus tôt. Ils expliquaient comment ils avaient construit ces tunnels, comment ils communiquaient, comment ils avaient sauvé des familles entières, et surtout, comment continuer ce travail. La famille comprit alors que les sons qu'ils entendaient depuis des nuits n'étaient pas des fantômes, ni des avertissements, mais des appels, des traces laissées par ceux qui avaient refusé de se soumettre, des survivants du passé qui guidaient ceux du présent. Kenna referma la boîte,
le cœur brûlant d'une force qu'elles n'avaient jamais ressentie. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas seulement un secret, c'était un héritage. Et désormais, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Le silence retomba lentement après le dernier grondement venu du sol, mais la famille savait que rien n'était terminé. Matteo, son souffle encore tremblant, serrait la lanterne retrouvée comme si elle était devenue son unique ancre dans ce monde qui s'ouvrait sous leurs pieds. Ses yeux rencontraient ceux de sa mère, Maria, et dans ce regard, il vit la même question brûlante. Que devons-nous faire maintenant? Maria s'avança vers la fente lumineuse qui s'élargissait au centre du sol, révélant un passage qu'aucun vivant n'avait foulé depuis des années. Une chaleur étrange émanait de là, non pas oppressante, mais presque protectrice. Comme si ce tunnel n'était pas une menace, mais une invitation à découvrir une vérité qu'on leur avait cachée. Jurema, la plus âgée des trois, recula d'un pas. Tout son corps tremblait. Elle avait entendu des histoires quand elle était enfant, des histoires que les anciens murmuraient, parlant d'un lieu silencieux, enfoui profondément sous la plantation. Un lieu construit dans la douleur, mais gardé par l'espoir. Elle n'y avait jamais cru, jusqu'à ce soir. Matteo, avec une hésitation mêlée de courage, posa un pied sur la première marche de terre. La vibration se calma, comme si le passage reconnaissait leur présence, comme si leur pas était attendu depuis longtemps. L'air changea, il devint plus chaud, plus dense, presque chargé de voix anciennes qui semblaient flotter autour d'eux. Maria prit une profonde inspiration et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Nous ne pouvons plus reculer maintenant », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais décidée. « Ce que nous cherchons, ce que eux voulaient cacher, se trouve là-dessous. » Elle jeta un dernier coup d'œil en arrière, vers les baraquements silencieux, avant de descendre le premier pas. Ensemble, ils s'enfoncèrent lentement dans le passage, et alors que l'obscurité les enveloppait, une vérité devint claire. Peu importe ce qu'ils découvriraient, ils ne seraient plus jamais les mêmes. Car parfois, ce qui sommeille sous la terre n'est pas fait pour rester enterré.